Bonjour mes amis, gens de chez moi. Je voudrais ce matin vous entretenir sur deux sujets. Le premier porte sur la responsabilité collective face à ce qui nous arrive et le second porte sur les solutions que nous pouvons apporter aux problèmes qui se posent à nous aujourd'hui. La responsabilité collective. Que faisons-nous pour redresser notre pays? En ce moment, le chef de l'État a envoyé de nombreuses missions dans les pays d'Occident donc, et en Afrique du Sud. Il y a une mission au Canada, il y en a en Belgique, il y en a aux États-Unis. Je vais dans un premier temps vous montrer pourquoi ces missions sont dans ces pays-là. En Afrique du Sud, d'abord parce que l'Afrique du Sud aujourd'hui rassemble une forte communauté camerounaise en premier, mais aussi c'est parce que l'Afrique du Sud est un pays qui compte aujourd'hui sur l'échiquier mondial. Les États-Unis, parce que c'est le siège des Nations Unies, mais aussi parce qu'il y a de nombreux Camerounais qui y vivent. C'est une puissance. La Belgique, les gens peuvent se demander pourquoi la Belgique, mais la Belgique, c'est le siège de l'Union européenne. C'est pour cela peut-être qu'il n'y a pas de mission euh, en France. Mais ces missions du chef de l'État viennent répondre à un débordement. C'est-à-dire que le Cameroun est débordé de toutes parts. Le 8 du mois courant, les Nations Unies ont examiné la question anglophone au Cameroun. Et je suis de ceux qui ont attiré, il y a plus d'un an et demi, l'attention du gouvernement camerounais sur la crise anglophone. Vous avez sans doute écouté de nombreux universitaires camerounais qui appelaient à déverser le feu dans la zone anglophone, qui estimait qu'on n'avait pas à négocier avec nos compatriotes anglophones. Pourtant, il y a un problème anglophone qui se pose à notre pays. Et le problème anglophone qui se pose à notre pays vient se greffer à une succession et à une multitude de problèmes qui se posent à notre pays aujourd'hui et qui peuvent se résumer, qu'on peut mettre dans un package que l'on appellera en fait la crise sociale et la crise politique dans notre pays. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit il y a de nombreux mois aujourd'hui et qui concerne la crise sociale. Comment se fait le développement de notre pays? Comment nous appréhendons le développement de notre pays? On a l'impression que depuis 1960, il n'y a pas eu une volonté des dirigeants camerounais, des dirigeants politiques camerounais d'inscrire véritablement le Cameroun dans une dynamique de développement. On ne peut pas se développer si l'on tourne le dos à la modernité. On ne peut pas se développer si l'on ne forme pas dans les écoles camerounaises des hommes et des femmes capables de s'impliquer dans le développement du pays, dans la construction du pays. Et c'est le cas aujourd'hui. Sur 100 Camerounais qui sortent faire leurs études à l'extérieur, à peine une trentaine retournent au Cameroun. Sur 100 bacheliers camerounais, 40 partent du pays pour ne pas revenir. Sur 100 médecins qui sont formés au Cameroun,
à peine 30 vont travailler au Cameroun. Pourquoi? D'abord parce que si aujourd'hui il y en a encore qui peuvent dire qu'on reçoit une très bonne formation au Cameroun, le ratio formation-emploi est déséquilibré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les médecins sont envoyés sur le terrain, ils n'ont pas le matériel adéquat pour pouvoir travailler. On parle de plateau technique, on parle même de rémunération, on parle de tout ce que vous voulez. Donc, tout ce qui peut encadrer les gens qui veulent véritablement travailler dans un pays, on ne l'a pas. Il y a l'insécurité qui s'est installée partout. Quand un Camerounais sort le matin, il n'est pas sûr de revenir dans la soirée. Aussitôt que vous êtes sorti de chez vous, vous êtes exposé à presque 90% à la mort, au danger. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est au gouvernement d'assurer la sécurité des hommes et de leurs biens. La police est là pour ça. Il y a même un discours politique qui doit tendre vers ça. Mais tout cela est absent dans l'espace public camerounais. Pouvons-nous développer notre pays en ignorant nos problèmes, en ignorant les problèmes de notre pays? Je ne crois pas. Je vous invite à regarder. Le Cameroun est un pays qui se développe sur des projets. C'est-à-dire que on a choisi d'aligner. J'écoutais il y a 3 jours la CRTV, Madame Evelyne Owonaisomba qui présentait le journal et qui repartissait les pays qui avaient en charge de construire les stades. Il y avait la France, il y avait la Turquie, il y avait la Chine, il y avait les États-Unis d'Amérique, alors que ça fait depuis 4 ans que le Cameroun sait qu'il doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on fait de la CAF l'ennemi du Cameroun. Aujourd'hui, on fait d'Amnesty International l'ennemi du Cameroun. Aujourd'hui, on fait des Nations Unies l'ennemi du Cameroun. Donc, toutes ces structures supra-étatiques sont contre le Cameroun. Donc, on va essayer de secouer une espèce de patriotisme mal adapté pour amener les Camerounais à insulter la CAF, à insulter Amnesty International, à insulter les Nations Unies. Mais qu'est-ce que nous avons fait nous-mêmes? Qu'est-ce que nous faisons? Si nous passons tout notre temps à insulter ces structures-là, la réalité ne va pas changer. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de stade au Cameroun. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de route. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'hôtel. Quand on est Camerounais, on sait par exemple que le dernier comice agro-pastoral qui a eu lieu à Ebolova, on continue aujourd'hui encore à attendre l'hôtel du comice. Heureusement qu'Ebolova n'était pas très loin de Mbalmayo. Heureusement qu'Ebolova n'était pas très loin de Yaoundé, que les gens pouvaient partir de Yaoundé pour aller au comice à Ebolova. Quand vous écoutez le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, qui vous dit il y aura des routes, il y aura des routes. Comme on nous parle de l'autoroute Douala-Yaoundé depuis des années. Quand on vous dit on superpose les ponts, on dit à Douala, sur le Vouri, on dit côte à côte, ça ne fait même pas 300 mètres, on a 2 ponts. Où est-ce qu'on a vu ça? Vous pouvez regarder dans l'histoire du monde, vous ne verrez pas un pays qui se développe comme ça. Ça, c'est de notre responsabilité. Et nous devons nous désolidariser de ce gouvernement. Nous devons nous désolidariser, nous devons apprendre
à dire la vérité à nos gouvernants. C'est en disant la vérité que nous nous engageons dans le développement de notre pays. Et du coup, je vais aborder avec vous le volet responsabilité. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent à notre pays? Je ne crois pas que la révolution, je ne crois pas que descendre dans la rue soit ce que nous attendons aujourd'hui, et je ne crois même pas que ce soit une méthode efficace. Je pense cependant que nous devons entrer véritablement en résistance pacifique. C'est-à-dire que nous devons amener notre gouvernement à changer de paradigme de conception de développement. Nous devons amener notre gouvernement à changer son attitude. Rien aujourd'hui n'obligeait le gouvernement à déployer dans les capitales occidentales des missions d'information alors que le véritable problème est au Cameroun. C'est quoi ce problème-là? Le problème anglophone. Vraiment, pourquoi les leaders anglophones sont embastillés? Est-ce qu'on devrait mettre quelqu'un en prison simplement parce qu'il n'a pas les mêmes idées que nous? Parce que quelqu'un revendique qu'il a besoin de routes, qu'il a besoin d'écoles, qu'il a besoin du code OWADA, on le met en prison. Et à la suite, on veut négocier avec lui. On veut négocier sur quoi exactement? On veut négocier avec qui exactement? Si le gouvernement camerounais avait accepté dès le départ qu'il y a un véritable problème anglophone dans notre pays, on aurait déjà trouvé une solution. Mais ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas trouver de solution. Ils veulent pourrir le système qu'ils ont eux-mêmes construit pour nous léguer, en fait, un Cameroun en lambeaux. C'est à nous de dire non. Ils veulent, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent nous dresser les uns contre les autres. Parce que d'abord, ils ont construit des murs ethniques. Pendant qu'ils construisaient les murs ethniques, pendant qu'ils nous amenaient à nous détester entre nous, eux, ils pillaient les caisses de l'État. C'est ça qui est la vérité dans notre pays. Vous savez, on peut aujourd'hui se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait de tout l'argent qui était dans les caisses de stabilisation. Les caisses de stabilisation pétrolière, les caisses de stabilisation du café et du cacao qu'on appelait Office national des produits de base, l'ONCPB. Qu'est-ce qu'on a fait de tout cet argent-là? Ils se sont servis. On a créé de toutes petites fortunes qui elles-mêmes se sont expatriées pendant que la masse la plus nombreuse dans notre pays vit dans une extrême misère. Il n'y a pas un Camerounais qui ne soit pas fier d'être Camerounais. C'est faux. Tous les Camerounais veulent bien vivre au Cameroun. Mais vous savez, quand quelqu'un prend le bateau ou quelqu'un prend la route du désert pour quitter le Cameroun, c'est qu'il a perdu tout espoir. Et il se dit, il vaut mieux que je meure dans le désert parce qu'au moins là, ma dépouille pourra être récupérée et peut-être que j'aurai une sépulture digne par rapport à celle que j'aurais eue dans mon propre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Quand vous regardez tous ces morts dans la Méditerranée et que aucun discours public dans notre pays ne s'y est jamais attardé. Au contraire, on fait comme si ça n'existait pas. Prenons notre armée nationale. Ces jeunes soldats que l'on envoie dans les zones de conflit, parfois n'ont même pas 8 mois de formation. Pensez-vous véritablement que l'on forme un militaire à la guerre?
n'y a pas d'entraînement à la guerre, il y a la guerre. Donc, on prend des jeunes soldats de 18 ans à peine que l'on envoie au front. Pendant ce temps, ceux qui ont été formés dans des écoles de guerre hors du Cameroun, ils sont assis à Yaoundé, à Douala, et ce sont des gamins qui n'ont que 18 ans, qui sont envoyés au front. Et on nous demande de nous taire. Et quand nous le dénonçons, on nous taxe d'ennemis publics de la République. Je ne suis pas certain que ce qui nous dirige véritablement aujourd'hui est un amour non seulement pour le drapeau camerounais, non seulement pour les institutions camerounaises, non seulement pour l'hymne national du Cameroun, non seulement pour les emblèmes du pays, non seulement pour le peuple camerounais. Ils détestent tout ce qui a trait au Cameroun. Sinon, qu'est-ce qui expliquerait un tel désastre, une telle démission de la part de nos gouvernants? Nous avons déjà invité le président de la République à ouvrir une rencontre, une concertation avec toutes les forces vives de la République. Ce n'est que comme ça qu'on peut trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous. Il y a en ce moment, on voit des caravanes d'inscription sur les listes électorales. Mais enfin, soyons un tout petit peu sérieux. Donc il n'y a que le pouvoir qui intéresse les Camerounais. À quelle élection irons-nous dans un pays divisé? Quelle élection peut-on avoir dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, si ce n'est pas le mensonge? Alors, comme on sait que les leaders, les vrais leaders d'opinion, les leaders politiques dans notre pays sont embastillés, on nous agite des pseudo-leaders fabriqués de toutes pièces dans la nuit, comme d'habitude, et on nous dit, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Il y en a qui appellent à la démission du chef de l'État, alors que tout le monde sait que ce sont des organisations complices, le SDF, le RDPC, c'est cul et chemise. Tout le monde le sait. C'est quoi la solution aujourd'hui aux problèmes qui se posent à notre pays? La solution, la vraie, c'est d'abord la formation d'un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement dont de large ouverture qui va rassembler toutes les sensibilités politiques de notre pays. Un gouvernement, quand je dis de large ouverture, ça ne veut pas dire un gouvernement qui n'est pas restreint, parce que nous pouvons former un gouvernement de large ouverture avec 20 ministres. Et ce gouvernement-là aura pour mission, un, de refaire l'unité de notre pays. On lui donne une mission de 3 à 4 ans pour remettre le Cameroun sur les rails. Remettre le Cameroun sur les rails, c'est d'abord refaire son unité. Parce que ceux qui pensent aujourd'hui que le Cameroun reste un pays uni et indivisible se trompent. Le Cameroun, c'est une véritable fragmentation, un groupuscule de pays, les ethnies sont divisées, les tribus sont divisées. Sur le plan linguistique, nous sommes divisés. Donc, il nous faut d'abord nous retrouver, refaire notre unité. Ensuite, penser le développement parce que le président Biya et le régime de 1982 ont échoué sur le plan du développement. Tout le monde peut le voir. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas une seule société qui marche
dans notre pays. Vous prenez les sociétés de téléphonie mobile. Tous les Camerounais aujourd'hui aspirent à avoir un téléphone portable comme celui-ci. Oui, mais le crédit que nous mettons dans un téléphone, nous le payons ailleurs, à Nextel, à Orange, à MTN et je ne sais plus à qui. Cet argent-là, c'est-à-dire que le peu que nous avons même dans notre pays pour continuer à souffrir sans crever est pris tous les jours pour être mis à l'extérieur. Je ne sais pas si nous nous rendons même compte. Vous savez peut-être que vous pouvez prendre votre abonnement MTN en Afrique du Sud. Vous pouvez prendre votre abonnement Nextel depuis le Vietnam. Vous pouvez prendre votre abonnement Orange depuis la France. Ça veut dire que vous pouvez vivre au Cameroun avec ces numéros de téléphone sans jamais dépenser, sans jamais payer vos factures au Cameroun. Vous pouvez les payer directement dans les maisons mères. Où est-ce qu'on a vu un pays se développer comme ça? Alors, on n'exige rien à ceux qui viennent chez nous. Même construire simplement des sièges et pouvoir donc employer des Camerounais, on ne voit pas. C'est-à-dire que quand vous regardez le chiffre d'affaires que fait Orange au Cameroun, on devrait avoir un siège de cette société de téléphonie. La même chose pour MTN. Pourquoi une concentration dans nos villes alors que on pourrait permettre la construction et le placement des antennes dans les coins les plus reculés de notre pays pour qu'on puisse communiquer entre nous? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que justement, ces sociétés-là refusent d'investir, de réinvestir l'argent qu'ils gagnent sur le dos des Camerounais, le réinvestir au Cameroun. Vous avez des gens qui sont obligés dans des petites localités de grimper sur un manguier pour pouvoir avoir le réseau. Alors, pour avoir le réseau, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce qu'on appelle en téléphonie des zones d'ombre. Pour pouvoir éliminer les zones d'ombre au Cameroun, il suffit simplement qu'on oblige les sociétés de téléphonie à installer des antennes un tout petit peu partout dans notre pays. Mais on ne le fait pas. Donc, l'argent que ces sociétés-là puisent dans notre pays est expatrié. On le ramène, on l'amène dans leur pays. Et pendant ce temps, nous croupissons dans la misère. Du coup, le Cameroun devient une espèce de vache à lait où les gens viennent simplement extraire du lait pour aller se nourrir chez eux pendant que la vache elle-même meurt. Voilà ce à quoi nous a conduit le régime du président Paul Biya. C'est une vérité. Et le dire ne devrait pas faire de nous l'ennemi public numéro un dans notre pays. Alors, je vois des Camerounais qui se rassemblent. On donne des noms qui, en réalité, ne devraient même pas figurer sur la liste des hommes politiques camerounais. Ceux qui ont passé tout leur temps à trahir le Cameroun. Souvenez-vous des émeutes de février 2008. Il y a un là qui était ministre délégué en charge justement des droits de l'homme. Il s'est terré chez lui. Il n'a pas pris la parole. Aujourd'hui, il se présente au Camerounais comme étant un leader politique qui veut le changement. Qui peut le penser? Qui peut l'imaginer? Mes chers concitoyens, c'est à nous seuls, que revient aujourd'hui la tâche de redresser notre pays. Nous ne devons pas attendre un secours qui nous viendra ni
du gouvernement camerounais actuel, ni des Nations Unies, ni des puissances occidentales. C'est d'abord à nous-mêmes de nous assumer comme peuple, comme nation, comme État, parce que tout cela a un sens. Je vous rappelle toujours que le Cameroun s'est d'abord construit comme une nation avant d'être un État. Nous étions des peuples et l'Allemagne est venue rassembler, coudre à la main et au fil, comme vous pouvez le voir sur notre drapeau, des peuples qui n'avaient rien à faire ensemble, peut-être. C'est aussi ça qui nous a amenés à la construction de notre espace public. Parce que, comme je le rappelle souvent, en 1840, quand le pasteur Méric et le pasteur Saker fondent la première école du Cameroun, la première école au Cameroun à Bimbia, c'est eux qui vont amener les petits Batanga, les petits Bassa, les petits Douala à se mettre ensemble et à étudier dans une langue commune qui était l'anglais. Parce que nous l'oublions souvent. La première langue étrangère qui a été parlée dans notre pays dès 1840, c'était l'anglais. Ceux qui sont allés à l'école en premier dans notre pays ont étudié en anglais. Et c'est près de 40 ans après, c'est-à-dire en 1888, à l'arrivée des Allemands, que les Camerounais vont se mettre à l'allemand. Et 40 ans après, à nouveau, ils vont se mettre au français et il y aura un retour de l'anglais. C'est ça l'histoire de notre pays. Alors, pour ceux qui pensent que le Cameroun tel qu'il est aujourd'hui devrait à nouveau être divisé en deux États indépendants, c'est aussi ignorer la réalité de l'histoire. L'Ambazonie n'a jamais existé comme État. Le Northern Cameroun et le Southern Cameroun n'ont jamais été proclamés comme État et n'ont jamais proclamé leur indépendance. Sur le plan historique, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que le Grand Cameroun, qui allait de Kano jusqu'à Ebebiyine en Guinée équatoriale et jusqu'à Bitam au Gabon, a été dessiné par l'Allemagne. Et quand l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles en France va confier l'administration des territoires allemands et du territoire allemand à la France et à l'Angleterre. C'est donc à partir de ce moment-là que nous aurons dans notre pays deux zones, une zone francophone et une zone anglophone. La zone anglophone elle-même sera administrée de deux manières. La première, c'est que le Southern Cameroun sera affilié directement à l'Angleterre, tandis que le Northern Cameroun sera annexé par le Nigeria. C'est ça aussi la vérité de l'histoire que nous ne devons pas ignorer. Le Cameroun est le seul pays au monde qui a dû passer par un référendum pour refaire son unité. Quand le mur de Berlin tombe, les Allemands n'ont pas fait un référendum pour retrouver leur unité. La Namibie, qui était administrée comme le Cameroun, n'est pas passée par un référendum pour refaire son unité. Mais
le Cameroun, lui, est le seul à être passé par un référendum pour faire son unité. Et nous avons même perdu une partie de notre territoire. Mais il ne suffit pas de le dire aujourd'hui pour effacer la réalité du terrain. Et cette réalité-là est que l'unité du Cameroun retrouvée, nous n'avons pas de politique d'intégration, donc de construction d'une nation. Parce que la nation est une conquête de tous les jours. Nous sommes encore au niveau de l'éducation à parler du sous-système éducatif francophone et du sous-système éducatif anglophone, alors qu'on aurait dû, depuis très longtemps, avancer vers un système éducatif purement et simplement camerounais. Qu'est-ce qui empêche qu'on aille vers ce sens-là? C'est d'abord qu'il nous manque de sens politique, il nous manque de vision politique. Ceux qui sont là ne pensent qu'à se remplir les poches, à se construire, à se constituer un trésor de guerre, et non véritablement à travailler pour l'avènement d'un État et d'une nation. Je suis de ceux qui pensent d'ailleurs que l'État et la nation se congendrent dans notre pays. Ils sont tellement liés qu'on ne peut pas savoir qui est premier et qui est second. Pendant que les Allemands construisaient la nation en nous disant vous êtes un même peuple, vous devez, ils construisaient aussi les frontières qui devaient définir l'État du Cameroun. Sur le plan constitutionnel, la Constitution de 1958 a consacré le Cameroun comme étant un État laïque. Or, en vérité, sur le plan sociologique, le Cameroun n'est pas un État laïque. D'abord, parce que sur le plan historique, nous n'avons pas, dans l'espace public camerounais, un affrontement entre les religions et l'État comme on a pu le vivre en France avec la Révolution, pour pouvoir dire qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État. Et sur le plan sociologique, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que le Cameroun a sur son calendrier 22 fêtes. 22 fêtes. Et sur les 22 fêtes que nous célébrons chaque année, 2 seulement sont des fêtes républicaines. Le 11 février et le 20 mai. Le 11 février comme fête de la jeunesse et le 20 mai comme fête de l'unité nationale. Le reste des fêtes sont des fêtes religieuses. Ça montre que le Cameroun est un État triconfessionnel. Les religions traditionnelles, l'islam et le christianisme occupent une place importante dans l'espace public camerounais. Il faut que les juristes camerounais travaillent là-dessus. Ce n'est que comme ça que l'on va véritablement construire notre pays. Pour y arriver, bien évidemment, il faut que l'État aide les universitaires, que l'État aide nos hommes d'affaires, qu'on aide le tissu même associatif de notre pays. Voilà le message que j'avais à vous transmettre ce matin. C'est un échange que j'ai instauré avec vous parce que je pense qu'il est bon de pouvoir parler entre nous. C'est en parlant que l'on découvre et je vous invite à distribuer ce message autour de vous pour que beaucoup d'entre nous sachent ce qui se passe véritablement au Cameroun
et et pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Je vous remercie.